Alors, bonjour à tous, moi je me présente, je suis Amélie Marron, une des nouvelles assistantes dans le service et je vais vous faire un petit topo sur le SAPL d'expérience parce que j'ai eu quelques cas de SAPL atypiques pendant mon internat et je voulais vous en parler. Et ben voilà, c'est là que ça plante. Ouais, mais ça va passer. Oh. Je suis contente que ça passe tout à l'heure. On lance l'enregistrement. Donc, je vais me baser sur un cas clinique d'une jeune dame qui s'appelle Madame V, qui a 29 ans, qui a comme principal antécédent cardiovasculaire une embolie pulmonaire à bas risque dans les suites d'une fausse couche. À cette époque-là, il y a un premier bilan de thrombophilie et de SAPL qui était négatif. Comme facteur de risque, c'est une fumeuse qui fume à peu près un paquet par jour et elle n'a pas vraiment en surpoids. Par contre, elle a des lourds antécédents gynéco-obstétricaux. Donc, elle a fait 2 fausses couches en 2007-2010, une césarienne à 27 semaines d'aménorrhée pour un retard de croissance en 2012 avec un bébé qui est encore vivant et l'anapathe du placenta, des nombreux infarctus, avec là encore un bilan auto-immun qui était négatif. Puis derrière, 3 retards de croissance ou mort fétale in utero à 27 semaines. Seul traitement, c'est une pilule progestative seule. Donc pour l'histoire récente, c'est un premier épisode de douleur thoracique pour lequel elle appelle le SAMU, le CG sain ST plus antérieur. Elle est transférée en salle de coronarographie après dose de charge. La coronarographie retrouve une coronaire droite qui est lisse et à gauche, une thrombose de l'IVA proximale. Comme c'est TIMI 3, plus de douleur thoracique, j'ai décidé de faire une attitude Mimi. Voilà, j'ai zoomé pour ceux qui ne trouvent pas le petit thrombus. Et donc, on a contrôlé la coronographie à J5 après bi-antiagrégation plaquettaire, anticoagulant, 24 heures d'agrasta. Bon, malheureusement, c'était un petit peu précocement, donc il y avait encore le thrombus. Une OCT qui avait été faite, donc qui a retrouvé toujours le thrombus, malheureusement, c'était un petit peu tôt. Mais je voulais vous montrer qu'en dessous du thrombus, par contre, c'était une artère saine en distalité. À partir de là, on retrouvait une artère saine. Donc après, les suites étaient simples pour elle. En cardiologie, on a mis les traitements. Évolution simple, elle a récupéré un peu d'FFVG. Mais la question était quand même, au vu de ses antécédents obstétricaux, et là maintenant, une embolie artérielle. On a refait le bilan auto-immun. Encore une fois, il était négatif avec tout le bilan de première intention et on y croyait quand même beaucoup au vu des antécédents, donc on s'est renseigné auprès des internistes. Et donc là, on a lancé le bilan d'un SAPL séronégatif. Un petit rappel sur le SAPL, les antiphospholipides, c'est très commun dans la population générale, 1 à 5%, mais très peu de personnes qui font un véritable syndrome des antiphospholipides. Je vous ai mis un petit phospholipide en haut parce que c'est nos composants principaux des membranes cellulaires. C'est 40 à 50 cas sur 100 000. La principale cause de thrombophilie acquise avec une nette prédominance pour les femmes. Il y a 3 présentations, donc la plupart du temps, c'est un SAPL qui est primaire. Il peut aussi être secondaire. La majorité du temps, c'est associé au lupus et à l'érythématose disséminée. Mais il peut être associé à d'autres maladies auto-immunes, donc il faut savoir rechercher en tout cas les signes des maladies auto-immunes chez les patients où on découvre un SAPL. Et la 3e présentation qui est plutôt plus catastrophique, c'est le CAPS, puisque c'est très rare, mais grévé d'une mortalité très élevée avec 40% de mortalité. Et le CAPS, pour le rappel, ça correspond à une atteinte simultanée au moins d'une semaine, d'atteinte de au moins 3 organes, atteinte de la microvascularisation d'au moins 3 organes, qui engage le pronostic vital avec une défaillance multiviscérale. Donc, 3 mécanismes qui pourraient expliquer la formation de thrombose. De un, c'est l'augmentation de la synthèse de thromboxane sous l'effet des antiphospholipides, d'où l'action de l'aspirine, l'activation de la production de la protéine C, d'où l'utilisation des AVK, et la production anormale de facteurs tissulaires par l'endothélium qui est lésé directement au contact des antiphospholipides. Donc, pour reprendre les critères de diagnostic du SAPL, ils ont été décrits en 2006, ils n'ont pas changé depuis. Donc, ça associe un critère clinique, donc soit une thrombose vasculaire qui est confirmée, soit une morbidité obstétricale, avec soit des morts fétales in utero après 10 semaines d'aménorrhée ou une naissance prématurée avant 34 semaines avec un fœtus normal, en lien avec une éclampsie, une prééclampsie.
ou au moins 3 fausses couches consécutives avant 10 semaines et qui ne sont pas expliquées. À ça s'associent des critères biologiques. Donc avec ce qu'on connaît, le dosage soit les anticoagulants circulants lupiques, soit les anticorps anticardiolipines IgG ou IgM, soit les anti-bêta-2-GP1 en IgG ou IgM, pareil, reconfirmé à 12 semaines d'intervalle. Il faut un critère biologique et au moins un critère clinique pour confirmer le diagnostic de SAPL. Vasculaire, artérielle et veineuse, c'est le même poids? Oui, c'est un critère clinique. C'est juste que ce sera différent pour le risque et le traitement. Et donc, tout d'abord, il faut d'abord s'assurer que c'est bien un SAPL, donc bien confirmé à 12 semaines. Faire attention aussi au risque de faux positifs, parce qu'il y a beaucoup de maladies intercurrentes qui peuvent donner des faux positifs, notamment avec les anticardiolipines, avec des infections chroniques, notamment la syphilis, avec la fausse sérologie syphilitique, les maladies auto-immunes, les cancers, les hémopathies, puis certains médicaments aussi. Et à savoir aussi qu'il y a des interférences avec les AOD, notamment pour les anticoagulants circulants, que l'on voit là sur une petite diapo, que le dosage varie selon le taux d'AOD dans le sang. Donc après, on peut le classifier en fonction des critères biologiques. Le type 1, quand il y a au moins 2 marqueurs biologiques, et le type 2, de A, de B, de C, selon l'anticoagulant qu'on retrouve. À noter que du coup, le type d'anticorps qu'on retrouve, je ne l'avais pas vu, va permettre de stratifier le risque chez les patients. Et ça bug dès qu'on accepte quelqu'un. Ouais. Sur quoi? D'accord. Ah. Voilà. Ça marche très bien avec nous. Je vais m'arrêter là. Donc voilà, ça permet de stratifier le risque du patient parce qu'on sait que ça va varier selon l'anticorps que l'on retrouve. Aussi selon le type, on sait qu'il y a plus de risques de manifestations cliniques chez les gens qui ont un IgG contre un IgM, ceux qui ont plusieurs anticorps versus ceux qui ont un seul anticorps, les simples positifs, et selon le titre d'anticorps qu'on retrouve dans le sang aussi. Et il existe un score GAPS qui prend non seulement en compte les anticorps, mais aussi les facteurs de risque cardiovasculaires associés afin de stratifier le risque. Donc, vu qu'on est en cardiologie, on va parler des atteintes cardiaques du SAPL plutôt. Donc, ça peut être des atteintes valvulaires qui sont les plus fréquentes, des atteintes coronariennes comme notre patiente. Et après, je ne vais pas vraiment parler de l'hypertension pulmonaire ou du thrombus central cardiaque. L'hypertension pulmonaire, ça peut être une vraie HTAP ou une HTP post-embolique. Pour les atteintes valvulaires du SAPL, ça prédomine sur les valves du côté gauche, et notamment la valve mitrale avec un épaississement global ou localisé des bords libres, souvent des feuillets. À noter que c'est très commun, parce que c'est très courant chez les patients SAPL. Il y avait une petite étude où ils avaient regardé chez 31 patients SAPL, ils avaient fait des ETO systématiques et plus de 80% des gens avaient des atteintes des valves. Mais la plupart du temps, ça reste bien entendu asymptomatique. Si ça doit devenir symptomatique, c'est plutôt sur un versant de fuite plutôt que de sténose. Donc, il ne faut pas oublier que ces gens-là sont quand même à risque d'endocardite avec la prévention d'endocardite qui va avec. Et le remplacement valvulaire est rare, et heureusement, parce que ce n'est pas anodin, c'est des patients jeunes. Donc, on est plutôt amené à mettre des valves mécaniques, mais tout se retrouve avec le bloc de remplacement valvulaire mécanique avec les anticoagulants chez les gens qui sont à risque, qui peuvent aussi faire des syndromes catastrophiques des antiphospholipides en opératoire. Donc, c'est jamais anodin d'opérer ces patients. Et c'est aussi un risque d'embolie systémique avec des AVC. Là, je vous ai mis, c'est juste une petite patiente qu'on avait aussi un autre SAPL atypique. Il y en a eu 2 dans mon internat, qui est allé sur un tableau de polyvalvulopathie avec 2 fuites sévères. Et on voit bien les valves là qui sont très épaissies. La valve aortique tricuspide avec un épaississement surtout de la case panthéro-droite et de la non-coronaire, avec une fuite sévère, et la mitrale aussi qui était très épaissie. Donc ça, c'était pendant sa grossesse, ça a été déstabilisé, elle avait fait des fuites sévères. Petite histoire, interruption médicale de grossesse, les fuites ont régressé. Ce traitement aussi par AVK. Et l'autre entité plus connue aussi, l'endocardite de Liebman-Sachs, qui correspond plutôt à des lésions verruqueuses qui sont caractéristiques et sur le versant atrial en règle générale. Il faut que je passe un nœud? Bon, les atteintes coronariennes,
Il y a une étude qui a été faite sur les patients SAPL en Europe et il est prouvé chez 3% des patients un infarctus inaugural quand même. Donc, 3 causes. L'athérosclérose accélérée. Il y a quelques études aussi qui vont ça bien décrire qu'il y a des auto-antigènes et des anticorps qui peuvent favoriser aussi le développement de l'athérosclérose. Quelques anticorps contre les LDL oxydés et puis les bêta-2-GP1. Une atteinte de la paroi vasculaire vraie ou une thrombose coronaire, que ce soit un thrombus des gros vaisseaux comme un infarctus ou une souffrance ischémique diffuse dans le cadre du CAPS. Donc on revient sur la patiente où on suspectait un syndrome des antiphospholipides séronégatifs. Il y a des marqueurs qui sont moins connus, en tout cas moi je ne connaissais pas avant d'avoir eu affaire à ces 2 patientes qui s'appellent séronégatifs. Donc il y a les anticardiolipines et les anti-bêta-2-GP1 en IgA, on peut doser. Et après d'autres moins connus aussi, l'antiphosphatidyléthanolamine, l'anti-annexine 5 et l'antiprothrombine. Donc pour résumer, si on suspecte le SAPL, on commence par les dosages qu'on connaît nous depuis les études de médecine, avec les anticoagulants circulants lupiques, les anticardiolipines, les anti-bêta-2-GP1, IgG ou IgM, un des anticorps positifs avec, bien entendu, une manifestation clinique, reconfirmée à 12 semaines, on peut confirmer le SAPL. Si les marqueurs sont négatifs mais qu'on y croit, on peut donc compléter avec les autres marqueurs atypiques dont je vous ai parlé, soit doser en IgA, soit de rajouter l'antiphosphatidyléthanolamine, l'anti-annexine 5 ou l'antiprothrombine. Ensuite, la prise en charge chez les patients qui n'ont jamais fait de manifestation clinique, il faut surtout réaliser une prévention primaire, éviter tout ce qui va être les facteurs de risque, sevrer le tabac et éviter les médicaments inducteurs d'antiphospholipides, donc quelques antibiotiques, les antiépileptiques. Et si on arrive dans une situation à risque, notamment les femmes enceintes, on peut parfois discuter l'aspirine faible dose ou au moins un anticoagulant préventif. Ensuite, on peut être ramené dans une prise en charge à éliminer les antiphospholipides pathogènes, surtout dans la prise en charge du CAPS, qui repose sur des fortes doses d'immunosuppresseurs, des corticoïdes et parfois échanges plasmatiques ou des IGIV. Et puis sinon, le traitement habituel en fonction de la thrombose veineuse ou artérielle, avec les anticoagulants ou l'aspirine. Donc après, pour finir sur ce topo, quelles sont les places des AOD? Parce que la question se pose, parce que même sous AVK, il y a un nombre de récidives de thrombose qui n'est pas négligeable, et c'est à peu près 2 à 5%. On sait aussi que les AVK, ce n'est pas facile à gérer, qu'on est beaucoup en dessous de la cible thérapeutique. Alors on pourrait se dire que si les AOD un jour fonctionnent, ils sont plus constants, donc ça pourrait être prometteur. Pour l'instant, la cible linéaire, c'est 1,8 ou c'est 2? Ça dépend. Thrombose veineuse 2-3, thrombose artérielle plutôt 3-4 ou 2-3 plus aspirine, sauf récidive, à monter la cible linéaire. Après les vasculaires, on le confirme. Ça dépend de la forme. Voilà. Veineux 2-3 et artérielle plutôt 3-4. Ça dépend si on l'associe à l'aspirine, on peut dire 2-3 plus aspirine pour l'artérielle. Et si récidive de thrombose, on peut monter la cible linéaire. Surtout que c'est plutôt des patients jeunes à risque hémorragique plus faible. Donc voilà. Après les dernières recommandations, pour l'instant, les AOD sont non recommandées, notamment sur les dernières recommandations de l'ISTH. C'est non recommandé chez les triples positifs, les thromboses artérielles, les atteintes microvasculaires ou ceux qui ont des atteintes valvulaires. Donc, les dernières études récentes que j'ai trouvées, pour l'instant, il y en avait une qui était parue en 2019, qui a étudié le Xarelto contre la warfarine chez les patients triples positifs, randomisé en 1 pour 1, et ça a été arrêté précocement parce qu'il y avait un surrisque dans le groupe AOD sur un critère combiné, décès, événement thromboembolique ou saignement majeur. Une autre où là aussi, ils étudiaient chez les triples positifs, le Xarelto contre les AVK. Ils essayaient de montrer une non-infériorité, mais on voit bien sur les courbes qu'il y a plus d'événements thrombotiques dans le groupe Xarelto et beaucoup plus d'AVC. Ils n'ont pas réussi à démontrer la non-infériorité. La seule chose qui ressort un peu, c'est en mars 2022, mais ça reste une étude rétrospective. Cette fois-ci, ils se sont juste focalisés sur les patients qui avaient un SAPL simple positif, qui était traité par AOD contre la warfarine. Et dans cette étude-là, chez les patients qui avaient fait un premier épisode embolique, simple positif, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Mais ça reste à prendre avec des pincettes et ce sera peut-être à l'avenir. Est-ce que
On adaptera l'anticoagulant chez les patients en fonction du type d'anticoagulant, en fonction de la manifestation clinique. Et pour l'instant, il faut retenir que ce n'est pas d'AOD chez les SAPL. Et donc, pour notre patiente, pour finir, en fait, les dosages d'anti-annexin sont revenus positifs. Donc, avec les internistes, il a été conclu un SAPL séronégatif. Ce qui est important parce que chez cette jeune patiente, c'était quand même une complication embolique grave et ça changeait complètement la thérapeutique. Puis ensuite, elle est d'ailleurs être suivie au CHU et elle a réussi à avoir un bébé. Donc voilà, ce que je voulais faire passer dans ce topo, c'est que le SAPL, on connaît tous un petit peu. Moi, le SAPL atypique et les anticorps atypiques, je n'avais jamais entendu parler. Au moins de savoir que si on y croit, il faut savoir adresser aux internistes parce qu'ils ont d'autres choses à doser. Il ne faut pas hésiter à adresser. Et si jamais il y a des questions, il y a toujours l'équipe de Elie Amoura à la Pitié-Salpêtrière. On va travailler avec eux justement pour ces deux patientes, le centre de référence national pour le SAPL. Alors, si vous avez des questions.